Est-ce que les règles de la guerre sont respectées ici, général ? Je pense qu'elles le sont, mais si on lit bien toutes les conventions de Genève, il y a toujours des nuances qui permettent d'être exploitées dans le conflit. Le droit de la guerre, pour moi, est appliqué dans la mesure où sauf preuve du contraire, que les Israéliens ne ciblent pas volontairement les civils. Les civils, malheureusement, on va reprendre un terme des années 90. S'ils ne peuvent pas se nourrir, s'ils ne peuvent pas se nourrir, s'ils ne peuvent pas se soigner, s'ils ne peuvent pas appeler à l'aide, quelle différence Oui, avec une effectivement, frappe on a directe ? introduit depuis des centaines d'années ces règles supplémentaires qu'on peut parfaitement comprendre, ce qui fait qu'on a des conflits qui ne se finissent jamais et indirectement on approvisionne y compris les combattants. Depuis Sarajevo, les convois humanitaires permettent à des combattants qu'on conteste d'être quand même alimentés, soignés et autres parce qu'ils prennent leur taux, enfin leur dîme, je dirais, sur ce que l'on envoie. Donc effectivement, la guerre, c'est pas uniquement des militaires qui se battent entre eux. Et il y a une population civile qui est soit otage, soit partie prenante. C'est une cible, malheureusement, pas forcément volontaire, mais elle est là. Donc évidemment, c'est dur de dire ça aujourd'hui. Je vous ai utilisé un terme tout à l'heure que je vais réutiliser. Nous avons des politiques étrangères humanitaro-centrées. C'est-à-dire qu'on oublie pourquoi on fait une guerre. La guerre, c'est pour faire une forme de paix qu'on ne voulait plus voir telle qu'elle était jusqu'à présent. Donc on fait la guerre. Et dans cette guerre-là, on ne fait pas la guerre entre militaires uniquement. Ce sont des peuples qui s'affrontent, c'est des États qui s'affrontent. Alors effectivement, dans la vision occidentale aujourd'hui, ça ne passe pas. On a sorti tous les textes de droit international pour faire cela, mais je peux vous affirmer, et on le voit avec l'Ukraine, que tous les textes qu'on a sortis depuis 1945, qui partent d'un bon principe, aujourd'hui sont en partie contestés par la réalité du terrain. Malheureusement, c'est une réalité. Pour vous, Israël, Tsahal, ils sont dans les clous avec ce qu'ils sont en train de faire à Gaza, dans ces règles de la guerre qui sont sujettes parfois à interprétation, comme vous le dites. Mais pour vous, là, on est dans une réponse légitime. Les approvisionnements allaient directement à la population civile, uniquement vers la population civile, je dirais. Oui, là, Israël dépasserait les bornes. Mais reprenons l'exemple du fioul dont on a beaucoup parlé. Justement, on va poser la question à Elena. Mais oui, terminez votre propos. Alors, Elena Ranchal, je me tourne vers vous. Les ONG, notamment la vôtre, beaucoup d'autres, l'ONU, exigent, demandent de toute urgence du carburant pour faire tourner les hôpitaux, les usines de désalinisation de l'eau. Israël leur répond, ce fioul sert à alimenter, ce carburant sert à alimenter le Hamas. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun moyen de tracer là où va ce carburant ? On dit qu'on peut placer des indicateurs, des puces GPS, qu'on peut avoir une forme de traçabilité. Quel est votre regard sur ce problème qui est vraiment épineux aujourd'hui ? Mais bien sûr, et c'est pour ça que je suis absolument pas d'accord avec ce qui a été dit précédemment. C'est mal connaître la réalité du terrain. Les règles de la guerre, ils sont pas respectées actuellement au Gaza. Quand il y a des gens qui doivent faire 6 heures de queue pour acheter du pain, ça c'est pas normal. Quand je vous dis, il y a des gamins, les couveuses, ils sont pas en train de tourner. On a 130 enfants où ça tourne pas. Les couveuses, c'est pas normal. Les camions qui passent par Rafah, ils rentrent en Palestine, ils sont arrêtés 40 km plus loin pour faire pour inspecter vraiment c'est quoi les contenus, où ils se vendent, etc. Il y a vraiment énormément de technologies pour pouvoir se faire. Alors, c'est vraiment un peu hypocrite, pardon si je suis un peu altérée, mais c'est un peu hypocrite, c'est casser derrière son petit doigt en disant c'est difficile de savoir si ça va être pour la population, mais bien sûr que ça va être pour la population, mais bien sûr. Et la population civile qu'il y a en Palestine, de nouveau, le général, il a dit il y a des otages et parties prenantes du conflit. Il faut se rappeler qu'il y a des populations civiles qui sont piégées, qui sont au milieu de tout ça. Elena Ranchal, un dernier mot s'il vous plaît. Combien d'équipes, combien d'hommes, de femmes, de soignants avez-vous sur le terrain aujourd'hui encore dans cette actuellement, bande de Gaza ? À l'intérieur de Gaza, on a 19 personnes. Et combien de Français parmi eux ? À l'intérieur des Gaza, on n'a pas des Français, c'est des populations nationales. Il y en a des équipes en Cisjordanie, on a une trentaine de personnes. Et la dernière fois que vous avez eu des nouvelles, c'était donc hier dans la journée, et depuis plus rien ? C'était hier vers 4 heures, une chose comme ça, 4 heures après-midi, où ils nous disaient qu'effectivement les bombardements, ça s'intensifiait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même eux, ils étaient conscients, ils disaient il y a quelque chose qui s'arrive beaucoup plus grande. Merci beaucoup Elena Ranchal d'avoir été en direct avec nous. On espère que vous aurez très prochainement des nouvelles de vos équipes sur place et qu'elles se portent bien.
Merci beaucoup à vous. Jadza, vous souhaitiez Oui, réagir? on parlait de la question du désastre humanitaire et on parlait de l'entrée du fioul et de denrées alimentaires dans Gaza, comme si Gaza était sous blocus depuis quelques jours. Il faut rappeler que ça fait depuis 2007, et ça ne tombe pas du ciel, c'est bien le gouvernement israélien qui, depuis 2007, a mis 2,5 millions de Palestiniens dans cette forme de prison à ciel ouvert, dans laquelle tout ce qui rentre et tout ce qui sort est contrôlé, l'eau, l'électricité, les denrées alimentaires, les médicaments, tout ce qui permet de vivre est contrôlé par l'État d'Israël. Et donc il faut expliquer, ça ne justifie rien, mais ça permet de comprendre la réalité de la situation. Et donc depuis que ce conflit, cette nouvelle étape du conflit depuis le 7 octobre a démarré, le blocus a été renforcé et donc on contrôle presque miette par miette tout ce qui rentre. Donc moi je considère que l'État d'Israël a une exigence, a une obligation, peut-être même plus que le Hamas, parce que précisément c'est une démocratie. Le piège dans lequel nous enferment tous les terroristes qui nous visent depuis une vingtaine d'années, c'est que si pour leur répondre nous utilisons les mêmes méthodes qu'eux, ou si pour leur répondre nous nous départissons ne serait-ce que d'1 centimètre de nos principes, alors nous devenons comme eux. Et je le dis d'autant plus en face d'un général qui me dira sans doute que je fais de la morale ou que c'est bien d'avoir des principes. Je considère que nous sommes dans une guerre morale. Et je pense qu'une guerre peut être morale. L'État d'Israël a une exigence précisément parce qu'il n'est pas un groupe terroriste, précisément parce qu'il a des lois, précisément parce qu'il y a un équilibre des pouvoirs que M. Netanyahou, au passage, voulait dépasser dans son projet de loi de justice. On va écouter la réponse du général. La démocratie a Israël a une exigence et vous parliez tout à l'heure des Nations Unies, je termine en 10 secondes. Oui. C'est d'autant plus cynique d'entendre les Nations Unies condamner Israël que l'État d'Israël a plusieurs fois été condamné pour la colonisation et que pour autant la colonisation en Cisjordanie n'a jamais cessé. C'est pas nouveau qu'Israël soit dans une forme de tension avec l'ONU, mais là on est au paroxysme.